bien, bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant 8h45 et nous avons commencé. Il y a actuellement près de 70 personnes, participants, qui sont parmi nous et on attend d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc déjà pour commencer, parce que je pense que vous ne nous connaissez pas avec Annabelle, donc moi je suis Nelly Allard, je suis accompagnée d'Annabelle Castelin. On est membre de l'école du Pacte du pouvoir de vivre, la première promotion qui a débuté au mois de décembre dernier et nous allons assurer l'animation de ce webinaire ce matin. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour un webinaire du Pacte du pouvoir de vivre. Vous pouvez retrouver de précédentes sessions sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. Ces webinaires visent à présenter une actualité d'une organisation membre du Pacte et ou à permettre l'analyse par une organisation membre d'une actualité. Et je laisse maintenant Annabelle prendre la suite. Donc ici, les deux enjeux se rejoignent avec ce webinaire sur le thème de la pauvreté et de la protection sociale, puisque ce sera l'occasion de revenir sur la situation actuelle en France et son évolution depuis une vingtaine d'années, et puis de présenter des solutions pour inverser la tendance. Donc pour nous présenter cette thématique, nous sommes ravis d'accueillir Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et du coup, depuis 20 ans, il peut observer au sein de la Fondation la société. Il publie aux éditions Artaud le livre Pour les sans-voix, pauvreté, mal logement, inégalité ne sont pas des fatalités, sur lequel il reviendra. Juste pour au niveau des règles du jeu, donc du fait du format webinaire de Zoom, vous ne pouvez pas activer vos micros et vos caméras. Par contre, nous vous invitons vraiment à écrire vos questions dans le chat et après une présentation d'une vingtaine de minutes, nous aurons un temps de questions-réponses et nous relayerons vos questions à Christophe Robert. Voilà, donc je transmets tout de suite la parole à Christophe Robert pour la présentation et bon webinaire à tout le monde. Merci Nelly, merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vous vois pas, c'est très bizarre, mais je vois Nelly et Annabelle, donc voilà. Euh, oui, il m'a été proposé par le Pacte de présenter ce bouquin que j'ai écrit, qui est sorti il y a une quinzaine de jours, donc pour les sans-voix, qui fait en fait référence à l'abbé Pierre, qui était certains qualifiés de voix des sans-voix. L'exercice qui m'a été proposé, c'est une vingtaine de minutes, effectivement, pour un peu donner les grandes lignes de ce que contient ce livre, et puis de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je suis ravi de commencer la journée avec vous autour de ce webinaire. Euh, alors, le, le- les constats, comme c'était indiqué à l'introduction, c'est l'idée de dire, après 20 ans bientôt passés à la Fondation Abbé Pierre, de se poser pour un peu regarder les évolutions que moi j'ai pu observer au fil de ces 20 dernières années, et puis d'essayer de comprendre aussi comment on pourrait faire évoluer les choses au regard de ce que j'ai pu observer qui fonctionnait, au regard des difficultés que j'ai pu repérer et puis les partager pour susciter du débat. Je crois que c'est surtout ça qui est fondamental. Alors, sur le constat, sur les constats, en 20 ans passés à la Fondation, d'abord, j'ai pu mesurer à quel point l'exclusion gagne du terrain. On le voit avec un certain nombre d'indicateurs que je relève dans le livre, hein, le doublement du nombre de personnes sans domicile fixe en 10 ans, l'augmentation très très importante des demandes alimentaires, qui sont un indicateur particulièrement inquiétant, parce qu'on va rarement solliciter une demande d'aide alimentaire quand on n'en a pas besoin, donc c'est quand même un signal très préoccupant. Des pratiques aussi que je relève de restriction, de privation, le fait de voir des personnes, par exemple, de plus en plus nombreuses à souffrir du froid dans leur logement. Et puis, observer aussi qu'au fil de ces années, des personnes pauvres sont devenues encore plus pauvres. Ce qui veut dire que sont pas forcément, ça ne suscite pas forcément une augmentation forte du taux de pauvreté, mais parmi les pauvres, celles qui sont les personnes en dessous du seuil de pauvreté, une partie devient plus pauvre. Deuxième élément, vu aussi d'autres personnes basculer dans la précarité pendant ces 20 ans. Des personnes qui souffrent de fins de mois très difficiles, essentiellement du fait de la hausse des dépenses contraintes, le logement, l'énergie, l'alimentation, les transports, qui font qu'au début du mois, on a déjà consacré 80, 90%, 70%, 60% de son budget à ces dépenses essentielles, ce qui nous met dans une situation évidemment très difficile et euh,
parfois dans des situations périlleuses quand une dépense imprévue intervient, ce qui recoupe en partie la question des travailleurs pauvres, mais pas seulement. Et pour qualifier ces deux premières réalités que j'ai pu observer, c'est effectivement que le taux de pauvreté n'est pas suffisant. Et il y a un indicateur que l'on peut joindre au taux de pauvreté, qui est également produit par l'INSEE, qui est l'indicateur de privation sociale et matérielle, qui ne tient pas seulement compte de la réalité de vos ressources. Le taux de pauvreté, c'est les ressources au regard de l'ensemble des ressources d'un pays. Donc c'est un indicateur relatif aux autres ressources. Mais si on combine la pauvreté monétaire et les privations sociales et matérielles qui, elles, tiennent compte aussi de vos dépenses, et notamment de ces dépenses essentielles auxquelles je faisais référence, on s'aperçoit que c'est plus 14% de la population qui est dans cette situation, comme l'indique le taux de pauvreté, mais plutôt 20, 21%, et je crois que c'est davantage le reflet de la réalité des précarités aujourd'hui. Et puis un troisième indicateur, ou plutôt une troisième catégorie que je décris dans le livre, c'est des personnes qui, sans être pauvres, sans être en situation de privation matérielle et sociale, eh bien, craignent pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, et ont des ressources très limites, et en tout cas ne peuvent pas forcément consommer tel qu'elles l'envisageraient dans ce qu'elles considéraient comme le monde d'aujourd'hui. Et évidemment, peut-être un dernier point sur le retour de l'inflation, qui est venu évidemment compliquer l'équation pour beaucoup de nos concitoyens. Pendant ces 20 ans, j'ai vu aussi se durcir ce que j'ai appelé la lutte des places. La lutte des places pour trouver un toit, que je décris évidemment dans les processus difficiles de recherche de logement, mais aussi la lutte des places pour trouver un stage, pour trouver un emploi. Vu aussi se creuser fortement les inégalités sociales, les inégalités territoriales, les inégalités patrimoniales, les inégalités face au logement. Alors, je ne vais pas ici décrire tous les éléments que j'ai pointés dans le livre, ni tous les indicateurs, mais se rappeler quand même que la moitié des ménages aujourd'hui les plus aisés ou les mieux lotis possèdent 92% du patrimoine. Ça veut dire que l'autre moitié se partage les 8% restants de la richesse nationale en quelque sorte. Mais surtout, observer que de plus en plus, cette richesse patrimoniale des ménages, elle est transmise par héritage. Euh, Aujourd'hui, c'est 60% de la richesse patrimoniale qui est transmise par héritage. Il y a 40 ans, c'était 30%. Donc, il s'est passé quelque chose. Avec le risque de voir s'installer ce que Thomas Piketty appelle une société de rentiers, où les richesses sont de plus en plus héritées, comme on vient de l'indiquer, davantage que méritées par rapport au travail qu'on a fourni, par rapport aux richesses qu'on a réussi à obtenir. Donc il y a là un sujet très important autour de cette lutte des places et autour de ce creusement des inégalités. Avec aussi un élément qui me paraît essentiel dans cette histoire de l'exclusion ou du creusement des inégalités, des différences très importantes entre ceux qui peuvent, à un moment ou un autre, des difficultés qu'ils rencontrent, pouvoir avoir un soutien ou pas de la famille, des amis, avec des risques de renvoi vers la sphère privée, finalement, de la solidarité. C'est-à-dire que, notamment dans la grande exclusion, dans les grandes exclusions, on voit que si la protection sociale, on y reviendra, n'a pas suffi à soutenir ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en fragilité, ceux qui sont en grande exclusion, il y a une grande différence entre ceux qui vont pouvoir faire appel à la solidarité et ceux qui ne le peuvent pas. Et ça nous interpelle évidemment collectivement très fortement au regard des enjeux de protection sociale. On y reviendra. Je dis aussi que ces réalités sociales, sociétales, pour le coup sur les inégalités et sur le front des exclusions, elles se manifestent dans un monde et une société qui sont très bousculés. Euh, on a eu la crise, par exemple, de 2008, la crise financière internationale, qui a eu des effets quand même très, très importants jusqu'à mettre à la rue des personnes, du fait de la crise des subprimes, par exemple, aux États-Unis, où on avait donné la capacité, on donnait la capacité à des ménages qui ne pouvaient pas devenir propriétaires de le devenir pour faire marcher l'économie. Mais évidemment, le jour où ça s'effondre, c'est une catastrophe et ça crée des exclusions très, très, très importantes. Bien sûr, la crise Covid,
les crises écologiques, on aura l'occasion d'y revenir, des migrations douloureuses, avec nos océans, nos mers devenus des cimetières à ciel ouvert, la guerre, le retour de la guerre aussi en Europe, les attentats qui ont donc beaucoup bousculé toutes ces réalités, ces crises, ces violences, nos sociétés, qui nous mettent dans une période quand même d'incertitude face à l'avenir, avec des crises qui se superposent, qui parfois s'auto-entretiennent, s'entretiennent les unes les autres. Et donc je pointe une forte inquiétude dans l'avenir pour beaucoup de nos concitoyens et aussi sur ce que la société peut faire pour nous protéger face à ces réalités. Avec aussi un point qui est essentiel, mais que vous connaissez toutes et tous, c'est que les plus pauvres, face à beaucoup de ces crises dont je viens de parler, sont ou seront les plus touchés, donc ce qui soulève une question aussi majeure pour nos sociétés. D'un point de vue sociétal, toujours dans la dimension plutôt constat, euh, je pointe différents risques, différentes tendances qui, à mon sens, méritent une attention particulière. Alors, je vais essayer de faire vite, mais face à déjà à toutes ces fragilités dont je viens de parler, on relève dans la société pour beaucoup de nos concitoyens un sentiment de deux poids, deux mesures, euh, qui doit susciter chez nous beaucoup d'attention, parce que je pense par exemple aux mesures écologiques. Vous le voyez très bien, elles inquiètent beaucoup. Nos concitoyens ont pris conscience des enjeux, mais en même temps, quels vont être les impacts des mesures à prendre sur qui je suis, qui je suis dans la situation que je vis, avec un sentiment de deux poids, deux mesures qui recoupe un autre sentiment que je pointe dans le livre, qui est ce que j'ai appelé le à quoi bon. À quoi bon faire des efforts, moi qui suis assez modeste, quand eh ben, ceux qui consomment le plus, qui émettent le plus de gaz à effet de serre, eux continuent à leur train de vie. Euh, euh, Ce à quoi bon aussi qui renvoie à l'idée, bah, pourquoi faire des efforts si c'est toujours sur les mêmes que ça repose? Et ces sentiments de deux poids, deux mesures, sentiments de à quoi bon, ils sont à prendre avec beaucoup d'attention parce que c'est évidemment la capacité d'agir ensemble, on y reviendra, qui peut être bousculée, et puis aussi des risques de mise à distance avec le collectif. C'est-à-dire que le sentiment aussi de devoir compter que sur soi-même. On voit hein, dans les témoignages, les sondages, les analyses plus qualitatives, la tentation du repli sur soi. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Ou d'autres phénomènes que j'observe, c'est la tentation parfois de démissionner, au sens propre et figuré, face au mur de l'impuissance ou des impuissances, qui peut recouper les enjeux écologiques dont je viens de parler, mais aussi, par exemple, l'action sociale. Euh, Quand on travaille dans l'action sociale, parce qu'on est travailleur social, parce qu'on est bénévole, parce qu'on occupe d'autres postes, et qu'on a voulu faire ça pour aider les gens, et que au fond, bah, on se retrouve dans notre bureau à accompagner des personnes et qu'on a deux solutions à proposer, alors qu'il y a 300 personnes dans la file d'attente qui nous sollicitent pour des urgences et on finit par hiérarchiser les ultra prioritaires parmi les prioritaires. Dans un secteur que je connais bien, les solutions à proposer aux personnes à la rue, on va dire, bah oui, bah non, mais dans telle ville, vous n'avez pas d'enfants de moins de 3 ans, bah non, vous n'êtes pas prioritaire parce que il y a déjà les femmes avec enfants de moins de 3 ans. Évidemment, on n'a pas fait ça pour ça quand on s'est engagé dans ce type d'action bénévole ou salariée, et ça peut provoquer des sentiments d'impuissance qui peuvent conduire à des tentations de démissionner au sens propre et figuré que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, un autre élément que je pointe d'un point de vue plus sociétal, c'est cette tentation pour certains de radicalisation, qui est entretenue par l'absence de réponse pour soi-même, mais aussi l'absence de réponse sociale, sociétale, pour pouvoir régler ces difficultés ou en tout cas protéger, espérer en sortir par le haut. Et il y a là aussi peut-être de quoi porter une attention et de la vigilance particulière. Donc, en gros, sur cette partie que je vais conclure maintenant de constat, l'idée que moi j'ai eue, c'était de prendre un peu le temps, de se poser pour écrire à l'heure où tout va très vite, je crois qu'on le sait tous, et puis de regarder la France telle qu'elle est, les situations sociales, qui est fragile, qui est en situation d'exclusion, qui a peur,
euh, le regard qui est posé sur ces différentes crises. Regardez aussi la France telle qu'elle évolue, du côté des ménages, je viens de le dire, mais aussi des politiques publiques. Et puis sortir des faux semblants, de ce que j'appelle l'écume du débat, ou qui permet rarement d'apprécier la réalité des situations et leurs évolutions. Et puis sur ce point-là, je pointe euh, une urgence, ou plutôt une nécessité absolue, c'est de sortir des jugements hâtifs. Par exemple, la mise à l'index de boucs émissaires, qui sont accusés de tous les maux, de toutes nos difficultés, qui font qu'on on se colle pas aux vrais problèmes. Sortir aussi de cette idée qui est très très éloignée de tout ce que la sociologie nous a appris pendant 100 ans. Moi, mon métier, c'est sociologue à la base. Euh, de cette idée que si des personnes s'en sont sorties, c'est surtout grâce à la force de leur poignet, oubliant un peu vite les effets d'inégalité de destin, du capital culturel, du capital financier, des réseaux. Donc, toutes ces réalités qui font qu'à un moment, euh, eh bien, cette pensée qui se diffuse de plus en plus dans la société, que je pointe, qui va avoir des effets sur le long terme. Parce que si c'était juste au niveau du débat public que certains croient, enfin, penseraient que eh bien, les plus pauvres sont dans leur situation parce qu'ils l'ont bien choisi, ou parce qu'ils ne se sont pas levés assez tôt, ou parce qu'ils ne se sont pas assez bougés. Alors que regardez, moi, j'ai travaillé toute ma vie, eh bien, si c'était juste au niveau du débat public, ce serait peut-être pas un problème, mais ces représentations, je le pointe dans le bouquin, finissent par produire des effets, finissent par produire des décisions, finissent par produire des choix économiques et, par exemple, conduisent au fait que de plus en plus, les personnes qui bénéficient à juste titre de la solidarité nationale ou de la protection sociale sont conduites de plus en plus à devoir justifier de ce soutien. Euh, à justifier de ce soutien. Et d'ailleurs, je pointe dans le livre que c'est moins vrai quand on aide, par exemple, les classes moyennes. Comme si, par miracle, le fait d'aider les classes moyennes serait moins soumis à des dérives. Et donc, il y a là tout un débat sur la mise à l'index des plus fragiles et les choix économiques qui sont faits, qui est assez préoccupant, et des glissements qui se sont opérés au fil des dernières décennies, qui, à mon sens, devraient nous préoccuper, nous tous qui sommes vraiment soucieux de pouvoir maintenir un haut niveau de protection sociale. D'autant que on voit bien que ces idées sont totalement fausses, d'une part, y compris sur le soutien, par exemple, aux plus fragiles, hein. Quand certains pensent que ça va les installer dans l'assistanat et qui conduisent à des décisions, comme je disais, par exemple, les 15 heures d'activité obligatoire qui vont arriver, qui sont déjà en expérimentation sur la question des bénéficiaires des RSA, c'est un exemple parmi d'autres, eh bien, on voit que des travaux nous montrent que c'est euh, tout à fait l'inverse qui est vrai. C'est par exemple Esther Duflo, hein. Plus on aide les personnes en difficulté, plus elles sont capables de repartir d'elles-mêmes. D'autant que, si je reprends par exemple ce qui a conduit à maintenant bientôt la troisième réforme de l'assurance chômage, euh, on passe à côté des vraies questions. Qui sait par exemple que environ la moitié des personnes inscrites à France Travail ben, ne sont pas indemnisées? C'est pas ça que dit le débat. Et à contrario, qui parle de la nécessité de lever les freins à l'emploi, les vrais freins à l'emploi, sur les aspects du logement, de la garde d'enfants, sur l'aspect de l'adéquation entre les formations et les métiers, les emplois disponibles, sur le fait qu'une partie des personnes viennent en aide, sont des aidants finalement à leurs proches, à des personnes dépendantes. Donc on passe à côté des vrais sujets. Et dans ce bouquin, justement, j'ai voulu essayer de rendre visible ces réalités. Et puis, je le dis comme ça pour ramasser, donner de la voix à ceux que trop souvent l'on montre du doigt alors qu'on devrait leur tendre la main. Et puis, j'ai aussi envie de rendre compte de toutes les solidarités que j'ai pu croiser au fil des 20 ans, les envies d'agir, les forces, les intelligences, qui finalement n'attendent qu'à être davantage, allez, on va dire, encouragées, démultipliées, envie de rendre compte aussi des politiques locales, des politiques nationales qui marchent, qui répondent aux besoins de la société, qui se sont sédimentées tout au long des décennies après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ces politiques qui fonctionnent, qui la font grandir, cette société, et qui elles aussi mériteraient d'être renforcées, servir de référence, et je vais y revenir, au déploiement de politiques publiques qui puissent être plus justes socialement,
fiscalement, plus respectueuse de notre planète. Et puis enfin, envie de redonner du sens au collectif, parce que je le dis comme ça aussi pour raccourcir le propos, mais je suis convaincu qu'on ne changera pas la société depuis le perron de l'Élysée ou de Matignon ou de tel ministère et qu'il va falloir embarquer tout le monde si on veut atteindre nos objectifs aussi bien écologiques qu'en matière de protection sociale. Donc je viens vite parce que le temps passe très vite aux solutions pour l'avenir. Euh, Dans ce livre, ce que j'essaie de faire, c'est un appel à revenir à l'essentiel pour nos concitoyens et pour notre planète. Et puis à le faire rapidement, c'est-à-dire sans renvoyer au calendrier grec ou à un hypothétique ruissellement ou je ne sais quoi, parce que je suis convaincu qu'une autre réponse est possible, convaincu aussi que la solidarité, la protection sociale, mais aussi les services publics, le partage des richesses, la meilleure utilisation de nos ressources budgétaires, eh bien, ce ne sont pas des valeurs désuètes. Certains nous disent, on sent bien que ce n'est pas moderne, que ce n'est pas destructif, comme on dit maintenant, mais qu'au contraire, ils constituent des vrais leviers de modernité et des puissants remparts face aux crises auxquelles on est confronté. Or, j'ai l'impression, au fil de ces 20 ans, que certains voudraient ajuster, par exemple, notre modèle de protection sociale au niveau moyen des modèles de protection sociaux en Europe. On sait déjà qu'il y a des effritements, l'hôpital, l'école, l'université, et maintenant le logement, et maintenant les aides sociales. Donc, j'appelle aussi à être vigilant aux apprentis sorciers qui vont, de fil en aiguille, prendre des décisions qui vont fragiliser ces protections avec leurs décisions, considérant que rien n'est jamais acquis. Donc, il faut qu'on reprenne le sujet à la base et qu'on se réinterroge sur l'efficacité ou non, les points de faiblesse, les trous dans le filet de notre protection sociale aujourd'hui, en se préoccupant bien sûr d'abord des plus fragiles, j'y reviendrai, mais aussi des plus modestes et aussi des classes moyennes inférieures. Peut-être pas avec les mêmes outils, peut-être pas avec la même intensité de soutien, mais parce qu'il y a une forme de réalité, de communauté d'inquiétude de ces trois catégories que je viens d'évoquer, plutôt que de les opposer les unes aux autres. Sur cet enjeu de la protection sociale, je dis qu'il y a aussi un paradoxe, parce que on voit bien que quand il y a des crises qui surgissent, j'en ai évoqué tout à l'heure, la crise Covid, la crise des subprimes internationales qui démarre aux États-Unis, mais puis qui est devenue internationale en 2008, les crises énergétiques, euh, on voit bien qu'à ce moment-là, beaucoup vendent ce modèle. Et d'ailleurs le renforcent, quoi qu'il en coûte, le bouclier énergétique. Mais pourquoi faudrait-il attendre qu'il y ait des crises qui surgissent pour pouvoir euh, changer nos priorités? Est-ce que c'est vrai que ces modèles ne fonctionnent qu'en période de crise? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, il nous faut les faire évoluer au regard des nouvelles réalités du monde aujourd'hui, du monde du travail, l'ubérisation, bref, des évolutions de la société, et puis combler les lacunes de cette procession sociale dont je dis qu'elle est finalement, ou plutôt la puissance publique, la protection sociale, la famille de ceux qui n'en ont pas. Et c'est là où ça rentre dans le registre de l'attention aux privatisations des réponses qui ne permettront pas de soutenir ou de lutter, de soutenir les plus fragiles, de lutter contre les inégalités. J'accélère encore pour dire que plus concrètement, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps ne le permettra pas, dans les chantiers que je liste à mener, d'abord, il y a besoin de mobiliser les capacités financières que nous avons déjà à disposition sur de nouvelles bases. Je pense qu'on a des marges pour faire mieux avec ce que l'on a, sans attendre le grand soir, sans raser gratis. Donc faire déjà mieux avec ce que l'on a, en soutenant vraiment les personnes les plus en difficulté de façon prioritaire par rapport aux besoins de première nécessité. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça rejoint la question du RSA, ça rejoint, qui a perdu de son impact depuis sa création en 86, ça rejoint au soutien assurance chômage, chèque énergie, les APL. Le deuxième grand registre de propositions que je fais dans ce livre, c'est le partage des richesses, des ménages comme des entreprises. Alors, pas par principe, hein, pas par idéologie, mais tout simplement parce qu'on en a besoin par rapport aux grands enjeux de société, les sujets sociaux, bien sûr écologiques, le vieillissement, la santé, l'éducation, les mobilités, la sécurité. Et là, il y a différents leviers que je pointe, que je ne vais pas pouvoir décrire dans le détail,
sur l'évolution de l'impôt, sur le partage des ressources immobilières, sur la fiscalité plus importante du côté des multinationales, sur l'évolution de la fiscalité dans la transmission du patrimoine, où je fais un passage sur ce sujet qui pourrait être un gros levier sans être confiscatoire et qui pourrait nous donner beaucoup de marge de main-d'œuvre. Inviter aussi à arrêter les baisses d'impôts. Et là, un désaccord profond avec l'actuel président de la République qui dit une société n'est pas plus juste, ne le sera pas par plus d'impôts. Je crois que c'est pas vrai. Mais il faut que ce soit des impôts qui soient évolutifs, qui ne soient pas confiscatoires et qui soient au regard de la capacité de chacun, une plus grande progressivité. Je pointe aussi les enjeux de ciblage. Je vais juste prendre un exemple. Ce bouclier thermique qui montre que l'État français a été au rendez-vous à un moment pour soutenir les ménages, 50 milliards d'euros en 2 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été ciblé. Donc, il a servi les très, 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 très riches, les aisés, comme les très, très, très pauvres. Et puis, quand on a retiré ce bouclier, ben, on n'est pas venu soutenir davantage les plus fragiles. Donc, ça a coûté très cher, de façon non ciblée, et ça n'apporte pas des réponses durables à ceux qui sont le plus en souffrance. Troisième grand registre, la régulation des marchés et des produits essentiels. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr, sur le logement, l'encadrement des marchés immobiliers, du foncier, des loyers, pas pour des raisons idéologiques, mais au regard de leur efficacité, je pense aux plateformes touristiques aussi et leur régulation, mais je pense aussi, par exemple, aux tarifications sociales de l'eau, mais aussi de l'électricité. L'idée de, par exemple, pour l'eau, de faire que les premiers mètres cubes soient gratuits ou moins chers, et plus on consomme, plus ça coûte. C'est vertueux d'un point de vue écologique, c'est juste d'un point de vue social, et c'est équilibré d'un point de vue économique. Je pense aussi à la gratuité ou au ciblage de la gratuité des transports en commun, aux tarifs sociaux dans les cantines scolaires. Bref. Et puis aussi à des choix économiques, des choix fiscaux, des choix budgétaires qui encouragent ce qui est vertueux et dissuadent le reste. Alors, on rentre un petit peu dans le détail, mais il y a des mesures d'ailleurs qui recoupent beaucoup ce que le pacte du pouvoir de vivre propose, où là aussi on peut faire mieux avec ce que l'on a, beaucoup mieux avec ce que l'on a. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais c'est plutôt pour vous inviter à creuser le sujet. Deux dernières choses, et je m'arrête là. Euh, Bien sûr, les enjeux, la combinaison des enjeux écologiques et sociaux qui fait vraiment la force du pacte du pouvoir de vivre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais évidemment, c'est au cœur de l'évolution que je pointe de ces 20 dernières années et qui nous oblige à faire autrement, malgré la complexité, malgré les craintes, mais justement, qui nous invite à aller au bout de ces enjeux de transition juste. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais c'est aussi quelque chose qui traverse beaucoup le bouquin que je viens d'écrire. Il y a des enjeux démocratiques, des enjeux d'apaisement de la société et du débat public, euh, des enjeux aussi, j'appelle ça un appel à l'engagement, euh, soutenir aussi la société civile, le pacte en fait évidemment partie, considérer que c'est aussi avec elle qu'on va réussir à répondre à tous ces défis qui sont devant nous et qui sont incontournables, mais aussi apaiser la société pour ne pas laisser le champ libre finalement aux pourvoyeurs de haine et de désordre. Et donc il y a des, des sujets démocratiques, des sujets de réponse aux inquiétudes, aux problèmes sociaux que j'évoquais tout à l'heure, pour freiner la tentation du repli sur soi, du rejet de l'autre, de la démission face au mur de l'impuissance que j'évoquais tout à l'heure. Le temps manque vraiment, donc je conclurai en disant que, à la fin, je dis dans ce livre qu'on est vraiment dans une zone de flottement, une zone de turbulence, de forte turbulence. On est au milieu du gué. C'est pas très confortable à pratiquer. Ça fait un peu peur. En tout cas, ça me fait un peu peur à certains égards sur l'évolution de nos sociétés européennes et même plus largement. Mais un peu comme un espoir auquel je crois, je me dis que face à toutes les forces qu'il existe, enfin, les forces en présence dans le pays, les intelligences que j'évoquais tout à l'heure, les mobilisations bénévoles de la société civile,
du soutien de proximité quand on est dans le soutien au voisinage de ses voisins, quand ils rencontrent des difficultés. Et face à cette période d'incertitude, finalement, quand on regarde bien un peu l'histoire aussi, cette zone de turbulence, de flottement, elle pourrait bien laisser le jeu un peu plus ouvert qu'il n'y paraît, et puis donner naissance à de nouvelles perspectives, un nouvel ordonnancement des priorités, et pour une société qui soit plus juste et peut-être plus séduisante aussi. Donc, c'est aussi un appel à une mobilisation collective pour porter cet apaisement et cette société voilà, plus juste et plus solidaire. Voilà, alors le temps manque vraiment, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais ma foi, c'est le jeu de ces webinaires qui sont courts en début de journée. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation qui propose à la fois un cadre d'analyse, des propositions concrètes et positives par rapport aux multiples crises qui sont devant nous, qui sont là et devant nous. Alors, messieurs, dames, vous pouvez commencer. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont fait, à mettre des questions dans le chat où je vais essayer d'être votre porte-parole. En fonction du temps qui nous reste, à savoir 13 minutes, je vais essayer de concentrer les questions afin qu'on puisse passer le maximum d'idées. Et déjà, en premier lieu, c'était intéressant de noter les réflexions de JMLS qui, au tout début de la conversation, se demandait comment redonner le pouvoir d'agir aux acteurs de terrain et notamment aux élus. Et au vu de vos réflexions, Christophe, au fur et à mesure, il a fait évoluer sa question et demande comment donner le goût du devoir d'agir aux élus. Euh, J'essaie de faire des réponses courtes aussi. Alors déjà, je pointe beaucoup d'actions, de mobilisation ou de politique nationale, alors de mobilisation locale ou de politique nationale qui vont dans le sens d'une société plus juste et plus respectueuse de notre planète. Donc il y a là aussi une forte lieu d'espoir, c'est-à-dire que au-delà du débat médiatique ou des débats politiques un peu général, en fait, il se passe plein de choses. La question, c'est comment on leur donne corps, comment on structure une architecture qui donne le cap et donne l'envie. Et c'est là un premier élément de réponse pour se dire on va tous dans le même sens. Donc c'est la question des priorités. De ce point de vue, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant que je pointe dans le vif, c'est la planification écologique. Savoir où on va, où se situent nos priorités, nos objectifs et les moyens dédiés pour ce faire. Et il me semble que c'est absolument nécessaire, parce qu'autrement, on a plein de bonnes initiatives à droite et à gauche, issues de citoyens ou d'élus locaux, mais qui ne s'inscrivent pas dans un cadre dans lequel on se dit, bah, parce que nous allons tous dans ce même sens, nous allons pouvoir changer les choses. Je m'explique. Je dis, à un moment, je parle de parenthèse heureuse dans la période Covid, malgré les morts, malgré les difficultés. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tout le monde était centré sur le même objectif face à ce microvirus qui était en train de bousculer totalement la planète. Et là, et c'est pour ça que je dis, en fait, les forces en présence dans le pays sont là. Les capacités d'agir sont là. Les envies d'agir sont là au moment, en tout cas, où il y a des crises. Et de fait, on a vu une plus grande agilité, la société civile beaucoup plus mobilisée à ce moment-là pour repérer les problèmes et puis voir comment on pouvait ensemble agir. Et donc, pour pouvoir donner cette envie-là, me semble-t-il, il faut qu'il y ait ce cadre. Et donc, il faut qu'il y ait un débat public qui revienne aux enjeux fondamentaux que j'évoquais tout à l'heure. Autrement, on est un peu seul, chacun, face à ces réalités-là. Face au mur de l'impuissance, alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien, mais on a l'impression que c'est une goutte d'eau. On a l'impression que ça ne suffira pas à changer les choses. De la même manière, sur la protection sociale, il faut remettre le débat sur la table. Parce que les mauvaises pensées, les mauvaises représentations qui conduisent, comme je le disais tout à l'heure, finalement à des décisions qui laisseraient entendre que les pauvres sont là parce qu'ils ont choisi d'être pauvres ou parce qu'ils ne se sont pas bougés, ou les autres, c'est parce qu'ils se sont bougés et c'est à la force de leur poignet, c'est totalement faux. C'est totalement faux dans l'histoire de la sociologie, dans les parcours des personnes. Donc, il faut que nous revenions, et c'est là l'importance du national. Moi, je crois beaucoup au local, mais le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire? Et si je dois prendre un dernier exemple, c'est de dire, après la Seconde Guerre mondiale,
on s'est dit, allez, on va déployer nos protections sociales. Et c'est le dessein de la nation. Et on va tous se remonter les manches dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que tout était parfait, mais on savait où on allait. Et c'est là où je dis, depuis 20 ans, il y a cette zone de fragilité, de flottement, un risque majeur de basculement dans un sens ou dans un autre. Et il faut qu'on puisse embarquer le maximum de monde, et je crois qu'il y en a beaucoup qui souhaitent que ce soit autre chose, en y intégrant la question écologique, qui est évidemment fondamentale désormais. Merci. Une question, une double question de Christine Jacquenot. Comment concevez-vous une remise à plat de la décentralisation pour rapprocher besoins sociaux et efficacité? Et comment remettre le paritarisme au cœur du contrat social français? Sur le premier sujet, vraiment, je crois, en tout cas personnellement, mais là, ça demanderait un temps pour donner des exemples ou des évolutions, mais d'abord, je pense qu'il n'y aura pas de solidarité telle que j'en appelle de mes voeux, si j'espère m'être fait comprendre, sans une intervention forte de l'État, sans une fiscalité adaptée et sans un chantier de lutte contre les inégalités sociales, territoriales, patrimoniales, etc. C'est-à-dire que on peut avoir les solidarités peuvent évidemment s'exercer à l'échelle locale, et c'est évidemment totalement souhaitable, mais face à l'ampleur des enjeux qui sont devant nous, que j'ai essayé de décrire rapidement, et face aux enjeux écologiques, et face aux enjeux de santé, et face aux enjeux d'éducation, etc., on ne pourra pas se contenter de bricoler. Donc, il faut impérativement faire d'autres choix budgétaires déjà avec ce qu'on a et aller chercher davantage d'argent. Donc, le rôle de l'État est essentiel. En revanche, l'adaptation des mises en œuvre à l'échelle locale est incontournable. Je prends juste un exemple que je connais bien sur la régulation difficile en France, hein, parce qu'en France, c'est difficile de dire qu'il faut réguler les marchés parce qu'on considère que ça s'autorégule, que la main invisible fait qu'au final, tout le monde va trouver son compte. C'est complètement faux. J'entends ça depuis 20 ans sur le logement et on nous fait des leçons en disant occupez-vous des pauvres, vous à la Fondation Abbé Pierre, laissez les grandes questions aux grandes personnes et notamment les questions économiques. Toujours est-il que c'est faux. Et donc, la régulation s'impose. Aujourd'hui, elle est en train d'un tout petit peu, il y a des soubresauts dans le pays, mais le principe même d'encadrer les loyers, par exemple, doit être, enfin, suppose des modifications législatives, donc au niveau national. En revanche, l'adaptation des bons niveaux de loyer, des bons niveaux d'encadrement des loyers, ici ou pas, les endroits où il n'y a pas besoin, les endroits où il y a vraiment besoin, les endroits c'est au micro-local, et, bref, tout ceci doit pouvoir se faire à l'échelle locale. Exactement pareil, si je prends la loi SRU, qui est de nouveau attaquée par le gouvernement. C'est un énorme problème parce que dans ce bouquin, c'était avant cette attaque, je disais, voilà une belle loi de la République au sens de la solidarité sociale et territoriale, en pointant aussi les enjeux qu'on n'a pas évoqués ici sur les quartiers populaires qui sont majeurs. Eh bien, on dit, nous, ce qu'on appelait de nos voeux, par exemple, c'est que cette loi, c'est un cadrage national, mais que, par exemple, au lieu d'avoir un objectif de 25% pour la ville de Paris, qu'on puisse adapter cette loi aux arrondissements dans Paris. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y en a vraiment pas assez dans certains arrondissements, donc être plus fin, et puis en fonction du débat local. Et moi, je plaide d'ailleurs pour que la montée en puissance des intercommunalités, qui est le bon niveau d'intervention, parce que c'est le bassin d'habitat, le bassin d'emploi, le bassin de logement, puisse être aussi donner lieu à des élections au suffrage universel. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas un suffrage direct pour élire nos responsables de métropole, d'intercommunalité. Or, il y a là un enjeu de démocratie très très fort parce que c'est le niveau de la décision locale par rapport à des réalités urbaines, des réalités sociales, des réalités industrielles, d'emploi qui sont différentes d'une métropole à une autre. Sur le paritarisme, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais c'est évidemment un sujet majeur que je pointe sur les forces en présence et la nécessité vraiment de prolonger cette histoire du paritarisme qui est déterminante pour la prise de mesures adaptées et la gestion. C'est vrai sur ce domaine de l'emploi, mais c'est vrai par exemple d'Action Logement, c'est vrai un certain nombre de lieux décisifs qui sont pointés dans le livre. Merci. Alors,
voulais vous lire une remarque question de Vienne. Très belle analyse. Bravo Christophe. Personnellement, je suis très frappée par le cloisonnement de notre société. La majorité de nos concitoyens ne connaissent pas les conditions de vie des plus démunis. Si l'on veut un consensus social sur cette situation des plus démunis et des mesures à prendre, il faut arriver à briser ce cloisonnement. Dur travail. Comment y arriver? Et du coup, moi, cette question-là, me fait penser à quelles sont selon vous les stratégies à mettre en œuvre pour que les sciences humaines imprègnent davantage l'opinion publique et peut-être par-delà le partage de la connaissance entre universitaires, médias, acteurs de terrain, comment ça peut se construire? Ouais, je crois que c'est un sujet, enfin, deux sujets majeurs. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est très personnel, parce que c'est à la fin du bouquin que je me le suis dit. Je me suis dit, voilà, et je pense que derrière ce webinaire, il y a beaucoup de gens qui partagent nos points de vue. Enfin, en tout cas, il y a une communauté d'esprit, comme il y a une communauté de valeurs dans les 60 organisations du pacte. C'est pas par hasard que ce pacte s'est créé il y a 5 ans. Parce que au-delà du cloisonnement, effectivement, au-delà des champs d'intervention où il y a besoin d'avoir des spécialistes, des gens qui se préoccupent de ces sujets, euh, bah, au fond, qu'est-ce que ça dit le pacte? Et ça rejoint la question du cloisonnement, ça dit qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est quelle société voulons-nous? Et quand on a vu dans la création du pacte à quel point les mécanismes de détricotage d'un certain nombre de protections, en fait, dans un domaine, bah, en discutant avec d'autres, bah, c'était la même chose dans le logement, ah, bah, c'est la même chose dans la santé, où on a vu les mêmes évolutions et donc les mêmes précautions à avoir, on voit bien que, au fond, derrière les questions techniques, derrière la question euh, budgétaire, en fait, il y a les choix de société, le choix de société que nous voulons. Et moi, à la fin de ce bouquin, d'avoir écrit ce bouquin, je me suis dit, mais en fait, je considère, et je pense qu'on est nombreux, que finalement c'est acquis qu'il faut une bonne protection sociale, qu'il faut lutter contre les inégalités, qu'il faut partager les richesses. Bah finalement non. Je crois que il faut revenir aux fondamentaux, à un débat sur ces fondamentaux. C'est-à-dire que si on fait comme si c'était acquis, en fait, nos échanges, nos prises de parole, nos prises de position sont après. C'est-à-dire comment on fait. Mais si c'est pas acquis, celui qui est en face n'est pas acquis à la cause. Il ne va pas commencer à réfléchir à comment on fait, puisqu'il n'est pas d'accord avec ça, ou parce qu'il n'a pas convaincu de la nécessité de faire ça. Donc je pense que les choses ont évolué beaucoup en 20 ans, mais aussi en 50 ans. Le monde n'est plus le même, les inquiétudes ne sont pas les mêmes, les fragilités ne sont pas les mêmes. Les enjeux écologiques sont déterminants. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de revenir à un débat sur ce que nous voulons, quelle société nous voulons. Et donc, ça recoupe la question démocratique, ça recoupe la question du débat, et ça recoupe ta question, Nelly. C'est-à-dire, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour sortir cette réalité des connaissances des sciences humaines? Et pour moi, il y a des enjeux, je vais vous dire, de capacité à mener un débat qui soit audible par tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir, c'est très personnel, c'est pas donneur de leçons, puisque je me le donne à moi comme consigne, ou plutôt comme objectif, ou essayer de faire quelque chose. Je crois qu'on n'est pas toujours compris, euh, et pourtant, quand on prend le temps de discuter avec les gens, de leur vécu, de ce qu'ils voudraient, des fondamentaux, quand on regarde les analyses de sciences humaines, quand on regarde les analyses qualitatives, les travaux de recherche, on voit que finalement, l'idée de revenir aux fondamentaux d'une société, fondamentaux pour les personnes comme pour la planète, hein, j'entends bien les deux dimensions, que le jour où on a un coup dur, avoir une protection sociale, une main tendue, c'est peut-être pas mal, que les enjeux autour, bien sûr, écologiques, de solidarité, de santé, d'éducation, de sécurité, euh, sont finalement ce qui est fondamental, et que peut-être on peut plus contribuer chacun à sa juste place, à l'effort collectif, qu'il faut se donner des grandes orientations, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de la norme, mais aussi des objectifs, qu'on les évalue, qu'on se retrouve tous les manches, chacun à sa place, pour essayer d'atteindre ces objectifs, qu'on fasse société en quelque sorte, pour réparer la société ou
éviter qu'elle se dégrade. Si on prend le temps, en tout cas c'est dans les conférences que je fais, dans les échanges que j'ai ou dans les retours que j'ai médiatiques, où on a un peu le temps de décrire ça, je crois qu'il y a beaucoup de monde. Je serais incapable de quantifier, puisque c'est pas possible de le faire, mais je crois qu'il y a beaucoup d'envie. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'avoir un débat public. Donc, c'est la responsabilité du politique dont nous avons besoin. Je le dis aussi dans le livre. Ça ne suffira pas, la société civile organisée, ça ne suffira pas, les citoyens mobilisés, parce qu'à un moment, il faut, encore une fois, de la norme, répartir les richesses, de la fiscalité, bref, de la loi. Mais euh, il me semble qu'on va devoir repasser par cette étape de ce que nous voulons. Voilà, je vais le résumer comme ça. Donc, il faut un langage adapté. Donc, il faut une communication adaptée. Donc, il faut être audible. Et donc, il faut le passage, les passerelles, par exemple des sciences humaines, à la capacité à se faire entendre, etc., etc. Et sans doute changer une partie de nos pratiques. En tout cas, je le prends à mon compte, je dis les miennes. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces réponses, pour la présentation et pour ces réponses. Donc, on est un petit peu en retard puisqu'il est 9h32, donc on s'excuse. Mais merci beaucoup, c'était très riche et on n'a pas pu traiter toutes vos questions et remarques aussi, puisque bah, du coup, c'était très positif, mais c'est un grand chantier, comme on l'a bien vu. Donc, il y a énormément de remarques, on n'a pas pu tout traiter dans le temps imparti. Merci Nelly aussi pour la présentation. On espère que du coup, vous avez apprécié cet échange. Vous pourrez retrouver le replay sur vos boîtes mail et sur le site internet dans la journée ou demain, mais en tout cas très rapidement. Si vous souhaitez aller plus loin, du coup, on rappelle le titre du livre de Christophe Robert, Pour les sans-voix. Et avant de vous quitter, on vous encourage à vous inscrire pour le prochain webinaire qui aura lieu le 26 mars et avec le réseau Action Climat et qui portera du coup sur la thématique climat et nutrition, comment les concilier. Et on vous invite aussi à vous inscrire sur la newsletter du Pacte sur le site internet afin d'être au courant de la tenue des prochaines sessions. Très bonne journée à toutes et tous. Merci encore et à bientôt.